examiné au Conseil des ministres de ce 8 février 2017. Au nom de ce sujet, le mouvement de grève annoncé par les transporteurs routiers. Une grève qui sera suspendue demain à 12h selon l'Union des transporteurs routiers du Burkina Faso. En attendant, l'annonce de cette grève a suscité une ruée des consommateurs vers les stations d'essence. Le secrétaire général du ministère en charge des transports sera là pour donner la réaction du gouvernement à cette situation. Dans cette édition, nous irons dans le Haut-Bassin pour faire le constat sur le côté négatif de l'agrobusiness. L'agrobusiness est encadré par la loi et encouragé par l'État, mais elle engendre un phénomène d'accaparement massif des terres par des personnes qui se lancent dans cette activité. Ils achètent ces terres à vil prix, mais ils ne les exploitent pas réellement. En actualité à l'étranger, en Somalie, une élection présidentielle s'est tenue ce 8 février dans un climat de haute tension. Journée à Horiston en Somalie, c'est un scrutin à suffrage indirect puisque ce sont les parlementaires et sénateurs somaliens qui sont appelés à élire le nouveau président. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, on entame ce journal par les grands dossiers inscrits à l'ordre du jour du traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais de Kosiam. Le Conseil des ministres s'est penché sur des questions d'actualité telles que le mouvement de grève annoncé par les transporteurs routiers du Burkina Faso, la crise scolaire à Niangoloko et la situation sécuritaire dans la province du Soum. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assorba. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté la stratégie nationale de migration. Elle couvre la période de 2016 à 2025. Cette stratégie-là, elle se base sur 5 axes. La contribution au renforcement des complémentarités entre villages et villes, la protection et la garantie des droits des migrants, l'optimisation de l'impact positif des migrations. Il y a un plan d'action qui a été mis en œuvre qui va permettre donc de rendre opérationnelle cette stratégie avec pour les 3 premières années du plan à peu près 10 milliards de francs CFA à mettre en œuvre. Le mouvement des transporteurs a été également au centre de ce Conseil des ministres. Un mouvement dû à 2 aspects essentiels, la question des tracasseries au niveau des différents corridors et l'extension de la convention collective. Le ministre de la fonction publique, M. Clément Savadogo, nous a rassuré qu'il y a un échéancier qui est déjà mis en œuvre et que les différents patrons des entreprises de transport et les chauffeurs ont prévu de se rencontrer pour régler cette question-là. Il reste bien sûr la question des raquettes, comme ils disent, sur le corridor. Des mesures ont été annoncées. Je pense que tout doit être mis en œuvre pour que cela s'arrête. La crise scolaire à Niangoloko, l'impact de la situation sécuritaire et le fonctionnement des structures éducatives dans la province du Soum ont fait l'objet de communication orale. Le Conseil a donné donc des directions et des directives très fermes pour résoudre la crise à Niangoloko, mais également pour assurer la sécurité et le maintien donc de l'autorité de l'État au niveau de l'éducation nationale dans la zone du Soum. Concernant les pains du 8 mars, sujet à polémique, le gouvernement reste ferme. Le gouvernement a demandé à tout ce qui était institution de l'État, ministère et autres démembrements, que pour toute acquisition de pain dans le cadre de cette manifestation-là, il soit privilégié le pain Faso d'Anfani. Nous sommes dans un espace de liberté, mais tout ce qui concerne l'acquisition par l'État sera fait donc sur des pains Faso d'Anfani. Le deuxième point, c'est que nous avons, grâce à votre œil vigilant des médias, observé qu'un certain nombre de pains portaient des mentions qui sont contraires à l'idée que nous nous faisons de la femme et de la jeune fille, mais également aux valeurs que nous mettons en œuvre pour la protection de la femme et de la jeune fille. Donc le gouvernement a instruit les ministres en charge de la question, à savoir le commerce, l'administration territoriale, la sécurité et la justice, de prendre toutes les dispositions pour retirer du marché tous les pains qui comportent des messages qui sont attentatoires aux valeurs que nous défendons en ce qui concerne la femme et l'enfant. Une mention spéciale a été faite à l'ensemble du peuple burkinabé et celui de la diaspora, en l'occurrence le Gabon et la Côte d'Ivoire, pour leur mobilisation derrière les étalons. Et par rapport à la grève annoncée dans le secteur des transports et dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce soir, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina a décidé de suspendre la grève demain 9 février à 12h pour des raisons pratiques et pour répondre à la sollicitation du ministère des Transports sur la levée du mot d'ordre de grève. Cette décision, selon l'UCRP, permettra de prendre en compte toutes les difficultés liées au processus et de reprendre le service de manière sereine. Du côté de la SONABI, la Société nationale des hydrocarbures
hydrocarbures du Burkina. L'on se veut plus rassurant. La Sonabi affirme qu'elle dispose de stocks suffisants en hydrocarbures et les consommateurs ne devraient pas s'inquiéter. Mais on peut dire que les consommateurs se sont déjà inquiétés puisque dès l'annonce de cette grève, les stations d'essence ont été prises d'assaut. On fait le constat avec Omar Zambri. Les chauffeurs routiers s'insurgent contre les rackets et tracasseries dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre commis au contrôle sur les voies principales. Des rackets qui se seraient installées comme une habitude depuis le renforcement des contrôles routiers suite aux attaques terroristes. Aujourd'hui, fatigués de cette situation, ils donnent de la voix. Les moments que nous on peut quitter ici, aller à Bobo là, maintenant ça fait presque le double. Parce qu'il y a des corridors, quand tu arrives, tu es obligé même de faire 1 heure en négociant parce que tu as même quand tu es en règle. Beaucoup de problèmes maintenant. Jusqu'à la frontière, jusqu'à ici, il y a 20 postes ou bien 30 postes jusqu'à la frontière avec frontière. On n'est qu'à déranger les clients. Trop même. Un poste, tout le monde qui a descendu, on n'est qu'à rentrer. On n'est qu'à descendre, on n'est qu'à rentrer. Un poste. En règle ou pas, pour passer, il faut glisser quelques billets selon les témoignages recueillis auprès des chauffeurs. La pratique a été signalée aux autorités, mais rien n'y fit. D'où ce mouvement d'humeur. Le ministre de la Sécurité est là, le ministre du Transport est là, il peut prendre témoin. On les a rencontrés 4 fois. Et même le chef d'état-major de la gendarmerie et le 2 de la police, on a même tiré l'alarme pour leur dire que sur les routes là, c'est pas ça. Et beaucoup d'autres même sont convaincus, ils ont pris les routes, ils ont vu. Mais pourquoi ne pas changer? En attendant que cette situation trouve une solution, cette grève a d'ores et déjà créé un vent de panique à Ouagadougou. C'est la ruée vers les stations d'essence. Ici déjà, les esprits s'échauffent. Certaines stations sont déjà à sec. Et pour réagir à cette situation, nous recevons le secrétaire général du ministère en charge des Transports, M. Isiaka Sigé. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaoura. Alors, on l'a vu dans un communiqué, l'URCB, qui décide de suspendre la grève demain à partir de 12 h. Déjà, au niveau du gouvernement, comment vous accueillez déjà cette décision? Ok, c'est une très bonne chose. Merci de me recevoir sur votre plateau, Madame Kaoré. Je crois que c'est une bonne décision qui est en réalité le fruit d'une longue concertation que nous avons eue avec eux hier, toute la journée d'hier, et qui s'est terminée hier autour de 19 h. D'accord. Alors, les transporteurs se plaignent notamment des tracasseries dont le gouvernement serait même au courant. Qu'en est-il exactement? Vous savez, Madame Kaoré, depuis janvier 2016, notre pays a fait l'objet de beaucoup d'attaques terroristes. Alors, c'est fort de cela que le gouvernement a pris la décision en son corps défendant, je le dis, de remettre les forces de l'ordre sur nos routes afin de procéder à des fouilles pour prémunir notre pays de ces attaques-là. Mais ce que je dois dire, malheureusement, cela ne se passe pas partout comme cela se doit. Et c'est ce que les transporteurs ont dénoncé et pour lesquels nous avons entamé des discussions qui ont abouti fort heureusement hier soir. Alors, est-ce que cela ne va pas aussi en contradiction avec certains principes de l'UEMOA qui prônent la libre circulation des personnes et des biens? Bon, bien entendu, cela va à l'encontre de ces principes, mais il faut dire, nous osons espérer que cette décision du gouvernement de remettre les forces de l'ordre sur nos routes va être temporaire, parce que c'est compte tenu de la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, et que très incessamment, on va pouvoir démanteler tout cela. Au demeurant, au cours de nos discussions d'hier, nous avons pris l'engagement avec les transporteurs, les chauffeurs routiers, de faire le point de l'ensemble des postes de contrôle documentaire et de procéder dans un délai d'1 mois maximum à leur diminution drastique. Je dis bien les postes de contrôle documentaire, étant entendu que pour ce qui est des postes de contrôle sécuritaire, eux-mêmes ne voient pas d'objection compte tenu du fait qu'il s'agit de la sécurité de chacun de nous. Alors, mais quand on voit la réaction donc de ces transporteurs, on est tenté de se demander quel est véritablement le nœud du problème. Il se plaît également de la non-extension de la Convention sécurielle des transports routiers. Quel est exactement le problème? Oui, au niveau de la convention collective, bon, là, je vais dire cette question est assez parce que bon, on a pu signer des accords à la fonction publique, le ministère de la fonction publique, pas plus tard qu'hier.
Mais le véritable problème, c'est surtout sur la question des raquettes. Ils se plaignent du fait que les contrôles ne se font pas, appelons ça comme ça, au pied du véhicule, mais en dehors. Ils se plaignent de la multiplicité des contrôles. Ils se plaignent aussi du fait qu'ils payent une redevance au passage du poids de contrôle juxtaposé de 50C, mais sont obligés en plus de payer d'autres frais au niveau des contrôles intermédiaires entre 50C et Ouagadougou. Alors, est-ce que par rapport aux raquettes, vous avez souvent des discussions sur le sujet avec le ministère de la Sécurité? Oui, absolument. Les travaux que nous avons menés hier, c'était justement au niveau du ministère de la Sécurité, avec l'ensemble des parties prenantes, la gendarmerie, la police, mais aussi la nouvelle structure qui a été créée, souvenez-vous, en décembre, que le gouvernement a mis en place une nouvelle structure qui est la coordination nationale de contrôle des forces de police. Alors, la mission de cette nouvelle structure, c'est quoi? C'est-à-dire que toutes les décisions qui vont être prises en termes de réduction des postes de contrôle, en termes de nécessité de mettre en œuvre la déontologie du contrôle routier, vont être supervisées par cette force-là. Et dans les accords que nous avons passés avec eux, nous avons pris l'engagement d'opérationnaliser le plus rapidement possible cette nouvelle structure qui a juste 1 mois d'existence. Alors, est-ce que pour terminer, les négociations à l'heure actuelle sont de nature à rassurer réellement les consommateurs? Oui, absolument, Madame Kaoré, parce que au terme de nos discussions hier, ils devaient consulter leur base ce matin, ce qu'ils ont fait, et nous avons reçu leur lettre retour, nous annonçant donc qu'ils suspendaient le mot d'ordre de grève, étant entendu que dans les engagements que nous avons pris, il y a une commission tripartite que nous avons décidé de mettre sur pied dans 1 mois, comportant et les transports et les chauffeurs routiers, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité, afin qu'ensemble nous puissions examiner les questions résiduelles et que ce comité soit la veille pour regarder, évaluer l'application de l'ensemble des mesures que nous aurons prises. Merci beaucoup, M. Isiaka Sigé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère en charge des Transports, venu donc donner la réaction du gouvernement suite à cette annonce de grève dans le secteur des transports. Suite de ce journal, encore une marche dans la région de l'Est pour dénoncer le mauvais état des routes dans cette région. Cette fois, ce sont les populations des communes de la province de la Tapoa qui ont battu le pavé pour réclamer de meilleures infrastructures routières. Les marcheurs demandent notamment la construction de la route Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin. Le reportage de Alassane Tchendrebego, Rasmata Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. Diapaga, le chef-lieu de la province de la Tapoa, a l'allure d'une ville morte en cette journée du lundi 6 février 2017. Pour cause, des fonctionnaires tout comme des acteurs du secteur informel de cette province ont abandonné leur service pour une marche d'interpellation. Ils réclament la réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon Koupela-Fadangourma, frontière du Niger, et le bitumage de la route Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin. L'état des routes de la Tapoa est très défectueux. C'est fortement dégradé, il n'y a pas d'entretien, l'économie et la santé, voilà, tout en pâtit. Malgré la promesse du gouvernement pour le démarrage des travaux d'aménagement de ces routes, les manifestants disent être impatients. Moi, je parle en tant que victime de cette route. Je suis assis avec un pied fracassé à 3 endroits. Mais il y a des victimes ici qui ne peuvent pas venir parler aujourd'hui. Je pense à nos femmes qui ont été évacuées, que dont l'ambulance n'a pas pu sauver à temps. On a entendu des promesses que des gens allaient venir sur le goudron ici. Ils ne sont pas venus. Même la sortie dernièrement du ministre des Infrastructures, ça ne nous convainc pas. Pour nous, c'est une manière un peu de divertir la population. Tant qu'il n'y a pas une action, et si d'ici la campagne hivernale commence, c'est la population totale qui sera vraiment dans une situation très dangereuse. Voilà, parce que les évacuations sanitaires, les transporteurs, les commerçants ne pourront pas vraiment faire les activités comme cela se convient. Le haut commissaire de la province de la Tapoa, qui a reçu les marcheurs du jour, promet de transmettre leurs doléances à qui de droit. En page santé, le Burkina Faso et ses partenaires s'organisent pour faire face à d'éventuels cas de méningite. Une campagne préventive est en vue et les acteurs concernés par l'exécution de cette campagne sont à Ouagadougou pour un atelier. L'objectif de cette rencontre est de les orienter sur les modalités d'introduction de nouveaux vaccins dans le programme élargi de vaccination. Le reportage de Salifou Bilem et Maxime Zongo.
Mieux vaut prévenir que guérir et les autorités sanitaires qui entendent anticiper en cette période de méningite ont choisi de former les principaux acteurs. L'enjeu de la concertation de Ouagadougou, l'introduction du vaccin contre la méningite de type A. Il s'agit pour le gouvernement d'introduire ce vaccin dans la routine. Ça veut dire que maintenant les enfants peuvent avoir ce vaccin-là comme les autres vaccins à leur naissance, mais ça sera à partir du 15e mois que ce vaccin particulièrement sera administré aux enfants. Et les enfants qui ne l'ont pas eu au 15e mois, ils pourront l'avoir jusqu'au 18e mois. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons rassemblé les directeurs régionaux de la santé, les responsables du programme élargi de vaccination au niveau des régions pour les parler, de donner les orientations pour cette introduction dans le paquet des vaccins administrés aux enfants au Burkina Faso. Après une campagne nationale en 2010 suivie d'une séance de rattrapage en novembre dernier, l'objectif maintenant est de s'appesantir sur une campagne de routine. Les principaux mécanismes et les facteurs de risque seront donc au centre des échanges. Désormais, les centres de santé pourront utiliser du coton hydrophile fabriqué au Burkina Faso pour des interventions chirurgicales. Ce type de coton est produit par la Sofacorp, la société de fabrication du coton burkinabé. Le ministre en charge du commerce y était ce mercredi pour visiter les installations et encourager les initiateurs. Le point de la visite avec Amadou Ilboudo et Zali Sassanfo. Consommons burkinabé. La démarche est en marche. Ici, dans cette entreprise de transformation du coton burkinabé en coton hydrophile chirurgical. Depuis 6 mois déjà, on ambitionne ici de faire rompre le Burkina Faso d'avec ses vieilles habitudes. Celle d'importer le coton destiné aux centres de santé des pays d'Europe et souvent même d'Asie. Durant mes stages, pendant ma formation, on a vraiment beaucoup travaillé avec le coton, à l'hôpital, dans les cliniques. Et quand j'ai commencé à exercer, j'ai voulu savoir en fait d'où vient le coton qu'on utilise au Burkina. J'ai fait une enquête, je me suis rendu compte que tout le coton qui rentre au Burkina vient de la Chine ou bien de l'Inde ou bien de la France. Une initiative qui séduit le ministre en charge du commerce, qui est ici pour constater et encourager les initiateurs. Nous sommes premiers producteurs d'Afrique, alors qu'on ne transforme même pas du tout le 10e. Voilà, elle rentre dans la chaîne. Nous sommes donc contents. Et puis un produit qu'on ne fabrique pas, on trouve ça sur le marché ici grâce à elle. Et à entendre les promoteurs, ce coton hydrophile chirurgical réunit toutes les normes requises pour être vendu ici et partout ailleurs. Nous avons fait les tests, les différents tests de confirmation avec le laboratoire national. Il est sorti que le coton vraiment respecte les normes. C'est compétitif. Produire et consommer burkinabé. C'est inscrit en lettres d'or dans le plan national de développement économique et social PNDS. Et pour la responsable de cette entreprise, c'est la part contributive de sa société pour la réussite de ce volet du PNDS. Autre point de l'actualité ce soir, quelle peut être la contribution des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour la consolidation de la paix au Burkina Faso? Cette question fait l'objet d'une consultation nationale qui a débuté ce 8 février dans la capitale burkinabé. Prennent part à cette rencontre des femmes représentantes des associations féminines du Burkina Faso. Et cette rencontre est organisée par le WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Le reportage de Roger Kam et Kadi Sanogo. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP veut faire de la lutte contre l'extrémisme violent son cheval de bataille. C'est dans cette optique qu'il a initié le programme WIPNET, dont le but est de renforcer les capacités des femmes afin d'améliorer leur rôle dans l'édification de la paix et de la prévention des conflits à tous les niveaux. Issues des organisations de la société civile, ces femmes leaders d'associations vont pendant 2 jours réfléchir sur des solutions pour éviter l'extrémisme violent au Burkina Faso. Pour nous, la femme, c'est celle qui donne la vie. La femme, c'est la personne qui protège la vie. Nos politiques sont en train de se démener pour trouver les solutions à cette menace. WANEP s'est dit que cette donneuse et cette protectrice de vie, certainement, a les bonnes stratégies pour
aller contrer efficacement cette menace qui endeuille nos populations. Donc voilà pourquoi nous avons regroupé un certain nombre de femmes leaders pour qu'elles échangent entre elles, analysent le phénomène, tentent de voir si elles peuvent trouver des pistes de solutions à proposer à nos autorités pour qu'un plan d'action assez efficace puisse être développé pour contrer ce phénomène-là. Cette consultation va aboutir à des résolutions réalistes capables de permettre aux femmes de développer un plan cohérent de lutte contre l'extrémisme violent dans notre pays. L'agrobusiness est une activité encadrée par la loi et encouragée par l'État compte tenu des avantages qu'il présente. Cette activité agricole attire de plus en plus de Burkinabés, parmi eux des opérateurs économiques, des hommes d'affaires et des hauts fonctionnaires. Seul bémol, ces personnes qui se lancent dans l'agrobusiness parviennent à acquérir des dizaines d'hectares à vil prix et ne les exploitent pas. Quand des propriétaires terriens n'ont plus de terres, c'est le constat qu'une de nos équipes a fait dans 3 communes des Hauts-Bassins. Le dossier est signé Adama Ouedraogo, Idrissa Traoré et Amadou Lougui. 52 hectares ici, inexploités, 13 hectares là, ou encore 45 hectares. 3 domaines différents vendus par 3 familles distinctes à des entrepreneurs agricoles. Dans le village de Kwakwale, la vente des terres cultivables aux riches a gagné toutes les familles. C'est mon grand frère qui a vendu ce terrain. L'acheteur ne l'exploite pas et nous aussi, nous ne pouvons plus le récupérer. C'est mon petit frère qui a vendu ce terrain. Le nouvel acquéreur ne nous donne même pas le droit de venir prélever du bois là, ni de louer une portion pour cultiver. Au départ, toute la famille était consentante. Nous avons vendu l'hectare à 40 000 francs CFA. Les 45 hectares n'ont pas dépassé tellement 1,5 million de francs CFA. Mais aujourd'hui, l'hectare se vend à 300 000 francs CFA. Bienvenue à Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Bama est réputée pour ses plaines rizicoles, mais la commune n'est pas à l'abri de la spéculation foncière. Toujours, on sensibilise, mais il suffit d'interdire un peu la vente et vous affrontez un problème vraiment un peu vraiment, j'allais dire un peu difficile. Parce que matin, je vais le vendre et le maire s'oppose. Le maire n'a pas de terre. Sur quoi les acheteurs font-ils leurs arguments pour parvenir à leur fin et se faire concéder des dizaines d'hectares acquis le plus souvent à moindre coût? La notoriété des personnages et les promesses faites aux paysans semblent prendre le dessus dans ce business des terres. Il avait promis d'arranger notre route parce que c'est quelqu'un qui a les moyens. Il nous avait même promis une mosquée, mais il n'a rien fait. C'était Richard. Il a dit qu'une fois le terrain obtenu, il dotera le village d'un forage et bien d'autres choses. Finalement, c'est dans son propre champ qu'il a réalisé le forage. Dans la forme, la politique d'agrobusiness préconisée par l'État n'est pas mauvaise. Mais dans la pratique, elle est en partie responsable de la spéculation foncière à laquelle nous assistons présentement dans les zones rurales. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Le rôle de l'État aussi, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de la population. C'est vrai, les petits producteurs contribuent beaucoup à cette sécurité alimentaire. Mais il faudrait qu'on tente d'aller au-delà. C'est pour ça qu'on a trouvé d'autres types de producteurs. Ce sont les entrepreneurs agricoles. Ce n'est pas les producteurs de dimanche qui vont faire l'avancée de l'agriculture. C'est les vrais agriculteurs. Ce n'est pas chaque dimanche que tu viens vous regarder ton exploitation et tu retournes à Bobo ou bien à Ouaga qu'on va changer l'agriculture. Il faut vraiment des vrais acteurs. C'est comme ça que je vois la chose. Et il faut accompagner les vrais acteurs et non pas les producteurs de dimanche. Dans certains villages, comme ici à Guéna dans le Kénédougou, les populations locales tirent la sonnette d'alarme par rapport à la vente sauvage des terres. À travers un communiqué diffusé sur les ondes des radios locales, l'Association pour le développement économique et social de Guéna interdit toute forme illicite de vente de terres dans ce village et met surtout en garde les éventuels acheteurs. Mais si vous voyez, le communiqué dit, s'ils achètent, qu'ils soient sûrs qu'en tout cas, ils auront des problèmes pour s'octroyer un titre de propriété parce que le plus souvent, les membres de la famille ne sont pas tous d'accord. Les démarches innovantes de Guéna vont peut-être faire tache d'huile et contribuer à freiner un peu
la spéculation incontrôlée des terres au Burkina Faso, si l'on y prend garde, c'est une véritable bombe à retardement qui pourra un jour exploser et nul ne peut prédire ses conséquences. Les membres du comité de pilotage du programme d'appui aux collectivités territoriales tiennent leur 8e session à Zignaré dans la province de Loubre-Tinga. La session qui a débuté ce 8 février est consacrée au bilan des activités menées en 2016. Les membres de ce comité vont aussi mener la réflexion sur le rôle de l'État dans le recouvrement des recettes et la mise en œuvre de la seconde phase du pacte. Plus de précisions avec Souleymane Stanou et Yolande Lompo. Dans la région du plateau central, ces hommes et femmes se sont réunis pour délibérer sur l'avis du programme d'appui aux collectivités territoriales en vue d'améliorer la gouvernance locale. D'un coût estimé à 30 milliards de francs CFA, la première phase du pacte, qui bénéficie d'un financement additionnel, s'achève en août prochain. Et l'on estime à 87,14% le taux de décaissement total. Au niveau donc des 40 communes qui font partie donc du ressort du PACT, beaucoup de réalisations ont été faites pour que la décentralisation puisse véritablement en tout cas produire des effets directs au profit des populations. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que les résultats ont été très satisfaisants au regard donc du taux de décaissement qui a été donc annoncé. Pour l'heure, le programme couvre 6 régions. Les activités qui ont été conduites avec le soutien de la Banque mondiale ont permis de renforcer les capacités institutionnelles de ces communes. Il y a une volonté forte par le gouvernement pour faire la décentralisation sur le terrain. Mais l'architecture de financement a besoin d'une réflexion. Dans la deuxième phase, nous couvrirons les autres 7 régions. Cependant, l'on note des faiblesses dans la capacité en ressources humaines. Mais avec l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina Faso, nul doute que ces inquiétudes seront levées. Actualité à l'étranger, en Somalie, une élection présidentielle s'est tenue ce 8 février dans un climat de haute tension. C'est un scrutin à suffrage indirect puisque ce sont les parlementaires et sénateurs somaliens qui sont appelés à élire le nouveau président. Et pour des raisons de sécurité, l'élection s'est déroulée à l'aéroport de Mogadiscio, la zone la plus sécurisée du pays. C'est ce mercredi que les parlementaires somaliens désignent le nouveau président du pays. Après plusieurs reports, le calendrier électoral s'est finalement stabilisé, permettant aux 275 députés et 72 sénateurs élus fin 2016 de pouvoir descendre aux urnes. Une élection à plusieurs enjeux. Les populations ne cachent pas leurs attentes et espèrent le changement dans le pays le plus corrompu au monde, selon le classement 2016 de Transparency International. De mon point de vue, je pense que nous avons besoin de changement parce que le pays est dans une mauvaise situation depuis 4 ans. Que ce soit sur l'aspect sécuritaire ou économique. Nous ne voulons plus de l'actuel président, déclare cet habitant de Mogadiscio. Le nouveau président devra donner la priorité à l'armée nationale, aux forces de sécurité. Ses priorités devraient être de renforcer et d'améliorer les forces du pays parce que les forces armées étrangères ne peuvent rien faire. Je suggère de diminuer le budget des parlementaires et d'augmenter celui des forces armées. Nous sommes des citoyens et nous devons travailler par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de salaire pour eux, déclare cette autre habitante. Depuis mercredi, la sécurité a été renforcée dans la capitale Mogadiscio, les autorités souhaitant éviter une nouvelle attaque islamiste Shebab. Au départ 24, ce sont finalement 22 candidats, dont l'actuel président Hassan Sheikh Mahmoud, qui sont en lice pour cette élection, qui devait au préalable se tenir en août 2016. On referme cette édition avec la revue de presse. Les parutions de ce mercredi sont revenues sur l'an 1 du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré vu par l'opposition et la nouvelle mutinerie dans les rangs de l'armée ivoirienne. La revue de presse est avec Aimé Solange Digma. Un de l'avènement de Roch au pouvoir, une année perdue et gâchée pour le Burkina Faso, martèle le chef de file de l'opposition politique au cours d'une conférence de presse que nous rapporte le pays. L'espoir du changement s'éloigne, ajoute-t-il dans les colonnes de Notre Temps, qui souligne d'ailleurs les mots que le CEFOB reproche au pouvoir actuel. Une gouvernance politique chaotique, incapacité à terroriser les terroristes et que dire de la relance économique
qui se fait toujours attendre. Un premier ministre par défaut relève-t-il dans le quotidien? Bref, tous les signaux sont au rouge un an après, dixit dans Aujourd'hui au Faso. À ceux qui s'émeuvent du sort du pouvoir en place en demandant une certaine clémence, Zéphirin Diabré réplique dans l'Observateur Palga, je cite, « Notre rôle n'est pas de trouver des circonstances atténuantes à cette gestion du pouvoir, mais, poursuit-il dans Sidoya, de faire un constat et de porter la critique afin que ceux qui sont en face puissent s'améliorer. » Et de préciser toujours dans le journal de tous les Burkinabés que s'ils étaient à leur place, ils auraient fait nettement mieux. Nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire, force spéciale réclame prime spéciale, nous informe l'Observateur Palga. Elles l'ont signifié hier à Adiaké, à 5 km d'Abidjan, à travers des tirs en l'air obligeant les écoles et les commerces à se fermer et les hommes à se terrer chez eux, précise ce journal. À quand la fin des émeutes du Garba, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, Adiaké offre une occasion ultime de tenir soit des états généraux des armées, soit tout autre rendez-vous susceptible de trouver des solutions satisfaisantes pour les mutins et honorables pour les autorités ivoiriennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.